Bonjour, aujourd'hui on va résoudre un nouveau problème qui est plutôt, je dirais, assez classique et qui peut passer dans des oraux ou dans des écrits. Sera sur les groupes, sur les groupes de Prüfer. C'est un exercice de niveau MP, voire même MPSI, quitte à connaître quelques petits résultats sur les groupes, notamment sur l'ordre des groupes ou l'ordre des sous-groupes. Qu'est-ce qu'un groupe de Prüfer? Pour tout nombre premier P, on a un groupe de Prüfer, GP. Et ça peut être défini comme ça. C'est l'ensemble des nombres complexes qui, pour un certain cas, sont une racine P km de l'unité. Par exemple, pour P égale 2, c'est quoi le groupe de Prüfer G2? C'est l'ensemble de tous les nombres complexes qui sont soit racine carrée de l'unité, soit racine quatrième de l'unité, soit racine huitième de l'unité, et ainsi de suite. Et voici une représentation du groupe de Prüfer G2. Donc ça, pensez à ça comme le cercle unité de C. Le groupe G2, alors il contient 1, donc l'élément neutre c'est 1. Il contient aussi les racines carrées de l'unité, donc 1 et moins 1. Voilà, donc G1 c'est moins 1. Il contient aussi toutes les racines quatrièmes de l'unité, donc on ajoute à ça i et moins i, donc ça c'est i et ça c'est moins i. Il contient les racines huitièmes de l'unité, donc les racines huitièmes de l'unité, ça exponentielle 2 i pi sur 8 et ses puissances, donc c'est G3, le G2 qui est G3 au carré, G3 au cube, G3 à la puissance 4, à la puissance 5, à la puissance 6, à la puissance 7 et à la puissance 8. Et puis il contient les racines 16e de l'unité. Donc ce G4, exponentielle 2i pi sur 16, et toutes ces puissances, dont la moitié sont déjà là, mais il y a les nouvelles puissances. Donc G4 au cube, G4 à la puissance 5, G4 à la puissance 7, et ainsi de suite. Il contient tous les éléments de cette forme-là. Tous les éléments qui sont racine n de l'unité, où n est de la forme de puissance k, où n est une puissance de 2. Donc ça c'est G2. G3, pareil, c'est tout notre groupe, et ça contient tous les éléments de C qui sont racine n de l'unité avec n puissance de 3. La première chose, on va montrer que GP est un sous-groupe de multiplicatif de C. Puis il faut écrire GP, donc décrire GP avec les groupes UPK, les racines PKM de l'unité avec K entier donné. Donc ici justement GP sera la réunion en fait des UPK. On verra ça tout à l'heure. Montrer que tout sous-groupe strict de GP est l'un des UPK. Donc en particulier, GP sera un groupe infini, mais tout sous-groupe de GP est cyclique, est fini, est cyclique. C'est pour ça qu'on dit que le groupe de Prüfer est un groupe quasi-cyclique. Donc tout sous-groupe strict attention, de GP est cyclique. Alors que GP lui-même, euh, bien sûr, il est infini et il n'est même pas de type fini. Ça veut dire, il n'est pas engendré par un nombre fini d'éléments. Donc en particulier, GP n'est pas monogène, parce qu'il n'est pas engendré par un élément, mais il n'est pas engendré par deux éléments ni par trois éléments. On a besoin d'un système infini d'éléments pour engendrer GP. Pour la première question, montrons que GP est un sous-groupe du groupe multiplicatif de C. Donc bien sûr, P est fixé ici. Donc pour montrer que c'est un sous-groupe, il suffit de montrer que 1 appartient à GP. Mais ça c'est clair, parce que 1 à la puissance, P à la puissance n'importe quoi, P à la puissance 0, P à la puissance 1, est égal à 1. Pour K égale 1, le nombre Z égale 1 vérifie la propriété, donc 1 appartient à GP. Il faut montrer que si X appartient à GP, alors X moins 1 appartient à GP. Et bien sûr aussi si X et Y sont des éléments de GP, alors X fois Y appartient à GP. Ok, pour la première, donc supposons que X appartient à GP, donc pour un certain cas entier, on a X à la puissance, P à la puissance K est égal à 1. Et ben voilà, je prends X moins 1 à la puissance ce même P à la puissance K, ça va donner 1. Donc X moins 1 à la puissance
p à la puissance k. C'est en fait 1 sur x à la puissance p à la puissance k, donc c'est une multiplication qui se fait dans C ici. Donc c'est 1 sur x à la puissance p à la puissance k. Et x à la puissance p à la puissance k égale 1, donc ça c'est 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc x moins 1 vérifie la propriété aussi, pour le même cas aussi, et x moins 1 appartient à gp. Et maintenant pour le produit, où j'ai deux entiers k et l tels que x à la puissance p à la puissance k égale 1, et y à la puissance p à la puissance l égale 1. Et la question, il faut élever x, y à quelle puissance pour avoir 1? Donc je dis qu'il suffit de prendre x, y à la puissance p à la puissance le maximum de k et l. Donc ce maximum, je vais l'appeler m. Donc je vais dire soit m le max de k et l. Donc x, y à la puissance p à la puissance m, comme c'est la multiplication de c, c'est commutatif, alors donc cette puissance s'écrit x à la puissance p à la puissance m fois y à la puissance p à la puissance m. Je veux faire apparaître x à la puissance p à la puissance k, donc j'écris ça, x à la puissance p à la puissance, à la place du m, j'écris k plus m moins k. Et pareil, je veux faire apparaître y à la puissance p à la puissance l. Donc le p à la puissance m, je l'écris p à la puissance l plus m moins l. Et maintenant, m c'est plus grand que k et que l, donc m moins l est positif, c'est un entier, m moins k aussi c'est un entier positif. Donc le premier terme c'est en fait x à la puissance p à la puissance k fois p à la puissance m moins k. Ça donne juste x à la puissance p à la puissance k à la puissance p à la puissance m moins k. Et je répète, c'est une puissance usuelle, parce que ça c'est un entier positif. Parce que le m-k est positif, donc ça c'est pas un 1 sur p ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste la multiplication de x à la puissance pk par lui-même, p à la puissance m-k fois. Et le terme en y, pareil, je l'écris y à la puissance p à la puissance l, le tout élevé à la puissance p à la puissance m-l. Mais voilà, x à la puissance p à la puissance k c'est 1, donc c'est 1 à la puissance p à la puissance m-k, fois 1 à la puissance p à la puissance m-l. Maintenant, ces puissances-là, p à la puissance m-k et p à la puissance m-l, donc je répète, sont des entiers, donc ça, c'est pas une racine pm de 1 ou quelque chose comme ça. C'est juste 1 fois 1 fois 1 certain nombre de fois pour le premier et la seconde, et ça, c'est 1. Donc voilà, en prenant m, c'est le max des deux, j'ai que x, y à la puissance p à la puissance m égale 1. Donc x, y aussi vérifie la définition ou la condition pour appartenir à GP. Et donc je peux dire maintenant que voilà, GP est aussi stable par le produit, et donc c'est un sous-groupe de C. D'écrire GP à l'aide des sous-groupes cycliques U, indice P à la puissance K, des racines P, Km de l'unité, où K est un entier. Donc en fait, GP c'est leur réunion. Donc je vais écrire ça comme ça. Z appartient à GP, si et seulement si il y a un K dans N avec Z à la puissance P à la puissance K égale 1. Et voilà, en termes de U, P, K, dire que Z à la puissance P à la puissance K égale 1, ça revient à dire que Z appartient à U indice P à la puissance K. Donc les éléments de GP sont exactement les éléments qui appartiennent à l'un des U indice P à la puissance K pour un certain K. Ça, c'est juste la définition de la réunion. Dire qu'il existe K tel que Z appartient à U indice P à la puissance K, c'est exactement dire que Z appartient à l'un des U PK, et c'est exactement dire Z appartient à la réunion des U indices P à la puissance K, pour K dans N. Donc voilà, GP et cette réunion ont les mêmes éléments, donc c'est le même ensemble. Donc je peux dire que alors que GP, c'est la réunion des U indice P à la puissance K. Et c'est une chose utile, ça, que quand vous avez des ensembles définis par des conditions comme ça, comme un il existe, le il existe typiquement, ça se traduit par une réunion, et c'était un quel que soit dans la définition, ça se traduirait par une intersection. Pour représenter ça, donc ça c'est U0, c'est-à-dire singleton 1, UP, voilà, c'est les racines PM de l'unité, ça contient U0. Et UP2, donc c'est les éléments qui à la puissance P2 donnent 1,
ça contient UP. Donc ça, c'est UP2. Contenu comme ça, donc UP3. Donc ce sont les éléments qui est élevé à la puissance P3 donnant. Et donc UP3 contient UP2. Si vous savez que x à la puissance P2 égale 1, et vous écrivez x à la puissance P3, c'est tout simplement x à la puissance P2 à la puissance P. Et vous savez que xP2 c'est 1. Donc c'est 1 à la puissance P et c'est 1. Donc voilà, on a cette suite croissante de sous-groupes. On les appelle des P-groupes parce que tout élément est d'ordre puissance de P. C'est une suite strictement croissante. Et leur réunion, c'est GP. C'est G indice P. Et on va montrer en fait que les sous-groupes de GP, c'est voilà, soit GP lui-même, soit l'un des UP à la puissance K. Une petite remarque qu'on va utiliser tout à l'heure dans la preuve, mais c'est bien de le dire maintenant. Si je prends un élément X qui est là, donc disons dans UP3, mais qui n'est pas dans UP2. Alors je vous pose la question, c'est quoi le groupe engendré par X? En fait, le groupe engendré par X, ce sera UP3 tout entier. Et c'est un fait général. Si X est dans l'un des UPK, mais pas dans le précédent, donc pas dans UP à la puissance K-1, alors le groupe engendré par X, c'est U indice PK. Et pourquoi ça? Parce qu'un tel X, en fait, il vérifie que, bien sûr, X à la puissance P à la puissance K égale 1. C'est juste la définition de U indice P à la puissance K. Donc l'ordre de X divise P à la puissance K. Donc l'ordre de X est de la forme P à la puissance K', où K' inférieur ou égal à K. Maintenant, si K' est strictement plus petit que K, ça donnerait que K' est inférieur ou égal à K-1. Et je sais que X à la puissance P à la puissance K' égale 1. Donc ça donnerait que X à la puissance P à la puissance K-1 égale 1. Et X serait en fait dans U indice P à la puissance K-1. Et la conclusion, comme X n'est pas dans cet ensemble plus petit, alors son ordre est forcément P à la puissance K. Et donc alors aussi le sous-groupe engendré par X a P à la puissance K éléments, autant que l'ordre. L'ordre du groupe engendré, c'est l'ordre de l'élément. Et voilà, donc le groupe engendré par X, c'est un sous-groupe de ce groupe-là, U indice P à la puissance K, et qui a autant d'éléments que lui, P à la puissance K éléments. Et donc c'est le même groupe. Donc un élément qui est dans UP3, qui n'est pas dans UP2, engendre UP3. S'il est dans UP4, il n'est pas dans UP3, il engendre UP4. On va utiliser ça tout à l'heure. Question suivante, on veut montrer que tout sous-groupe strict de GP est l'un des UPK. Soit H, un sous-groupe strict. Je vais prendre le sup des ordres des éléments de H. Donc soit A, le sup des ordres des éléments Z lorsque Z appartient à H. Ce sup, ça peut être un max, auquel cas A c'est la forme P à la puissance K pour un certain cas. Soit c'est un vrai sup, auquel cas A est infini. Donc premier cas, A égale plus l'infini. C'est autrement dit, les ordres des éléments de H ne sont pas majorés. Je veux montrer que ce cas ne peut pas se produire. Pourquoi pas? Parce que dans ce cas, H contient des éléments d'ordre arbitrairement grands. Ces éléments, je vais leur donner un nom. Donc H contient des éléments, disons, xn, d'ordre arbitrairement grand. Et l'ordre d'un élément de H, c'est de la forme P à la puissance quelque chose. Donc c'est xn, chacun, je vais dire, d'ordre P à la puissance kn, disons. Mais on vient de dire que si xn est d'ordre P à la puissance kn, ça veut dire que xn est un élément de U indice P à la puissance kn. Mais ce n'est pas une racine P à la puissance kn moins 1e de l'unité. Sinon, l'ordre aurait été plus petit que P à la puissance kn. Ça aurait été par exemple P à la puissance kn moins 1. Et ça veut dire, d'après ce qu'on vient de dire, le groupe engendré par X, le groupe engendré par Xn, c'est U indice P à la puissance Kn. Et comme Xn est dans H, alors ce truc-là est dans H. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que H contient une infinité de ces sous-groupes U indice P à la puissance K. Donc par exemple, le Kn peut être égal à 2. Donc dans ce cas-là, H contient l'élément ici qu'on appelle X2.
Donc il contient tout ça. Et ça continue. Vous prenez x3, vous prenez x4. Donc x3 peut ne pas être ici dans U3, personne n'a dit, mais ça doit être quelque part d'ordre plus grand. Donc ça doit être par exemple ici. x3 peut être dans UP4, sans être dans UP3. Donc ça contient UP4, et comme UP4 contient UP3, donc ça contient aussi UP3. Et ça continue ainsi. Donc votre H contient une infinité parmi ces sous-groupes UPK, et comme ils sont tous inclus les uns dans les autres, il les contient tous. Et s'il les contient tous, c'est qu'il contient leur réunion, et leur réunion c'est GP. Et donc H contient GP. Mais H est un sous-groupe de GP, donc ça veut dire que H est égal à GP, c'est-à-dire que ce n'est pas un sous-groupe strict. Donc ça c'est une contradiction. Donc notre conclusion, c'est que cet ensemble-là, en fait, il doit être fini. Parce que c'est un sous-ensemble d'entiers naturels qui est majoré, donc il est fini. Et son sub, c'est en fait son max. Et A est alors de la forme P à la puissance n pour un certain n. Et je veux montrer maintenant que H, c'est U indice P à la puissance n. Donc déjà, pour la première inclusion, donc cette inclusion-là, je prends un élément Z de H d'ordre A. En fait, A est un max, vous voyez. Donc il y a un Z dont l'ordre est A. Donc dont l'ordre est P à la puissance n. Je prends un tel Z. Donc soit Z dans H tel que l'ordre de Z, c'est égal à, c'est P à la puissance n. Donc ça donne que Z à la puissance P à la puissance n égale 1, mais Z à la puissance P à la puissance n-1 n'est pas égal à 1. C'est-à-dire Z est dans UPn, mais il n'est pas dans UP à la puissance n-1. Et d'après ce qu'on vient de dire, un tel Z engendre UPn. Ça donne que le groupe engendré par Z est égal à UPn. Et en même temps, le groupe engendré par Z est inclus dans H, parce que Z appartient à H, et ça donne que UPn inclus dans H. Et pour l'autre inclusion, je prends un élément quelconque de H. Alors l'ordre de X, bien sûr, est inférieur ou égal à A, parce que A, par définition, c'est le maximum des ordres d'un élément de H. Donc n'oubliez pas, A c'est P à la puissance n. Mais l'ordre de X, c'est quelque chose de la forme P à la puissance n'. Et ça, on dit, c'est plus petit que P à la puissance n. Et donc n' est plus petit que n. Et si n' plus petit que n, c'est que Pn' divise P à la puissance n. Et vous avez X à la puissance P à la puissance n' égale 1. Et ça donne bien sûr, comme P à la puissance n' divise P à la puissance n, ça donne que X à la puissance Pn est aussi égal à 1. Forcément, n'importe quel autre élément de H vérifie X à la puissance Pn égale 1. Et ça donne automatiquement que X appartient à U indice P à la puissance n. Donc tout élément de H est un élément de U indice P à la puissance n. Et on a montré la double inclusion et on a que H est égal à U indice P à la puissance n. Donc un sous-groupe strict de ce GP-là, c'est le groupe des racines d'ordre P à la puissance n de l'unité, pour un certain n. Montrer que GP n'est pas de type fini, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'une partie génératrice finie, donc ça c'est pas compliqué. Donc il suffit de montrer que si je prends une partie finie de GP, que cette partie n'engendre pas GP, c'est-à-dire le groupe engendré par cette partie n'est pas égal à GP. Donc je le dis un peu comme ça, sans forcément l'écrire. Donc si cette partie est finie, elle a un certain nombre d'éléments. Donc elle a, disons, n éléments. Et donc ces éléments sont dans GP, donc dans la réunion des UPN. Donc chacun des xi, chacun des éléments de A, est dans l'un des U indices P à la puissance k. Donc le premier peut être là, le deuxième peut être là, le troisième là, le quatrième là, peu importe. Donc ils sont en nombre fini. Donc il y a l'un des U indices P à la puissance k qui les contient tous, justement parce qu'ils sont en nombre fini. Et les U indices P à la puissance i sont inclus les uns dans les autres. A est inclus dans UPK. Et donc le sous-groupe engendré par K est un sous-groupe de UPK. En particulier, le sous-groupe engendré par A est fini.
le sous-groupe engendré par une partie finie A est forcément fini, donc il n'est pas égal à GP qui lui est infini. C'est pour ça que GP n'est pas de type fini.